Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le plan d'action du gouvernement, on s'intéresse ce soir au volet de l'industrie touristique, notamment sa promotion et sa contribution dans l'augmentation des recettes du pays. Pourquoi y avait-il un manque d'eau dans la wilaya de Annaba? Quelles sont les mesures d'urgence prises par la tutelle? Nous vous répondrons dans quelques instants. De l'industrie dans votre journal, les premières productions en fer du complexe industriel de Bellara sont attendues les jours à venir. La chaîne de production va tourner à plein régime. Élections locales, vous suivrez ce soir les explications relatives aux dispositions de l'article 73 de la loi organique de 2016 du régime électoral en cas d'alliance entre deux partis politiques et plus. Tout d'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a présidé aujourd'hui la réunion de la commission de coordination du Conseil, et ce pour l'échange de points de vue et des opinions portant sur le plan d'action du gouvernement et la préparation du système opérationnel interne du Conseil de la Nation. À cet effet, le bureau du Conseil de la Nation a décidé de reprendre ses activités en séance plénière, et ce à partir du lundi prochain, le 25 septembre. La séance sera consacrée à l'exposition et au débat du plan d'action du gouvernement. Les débats se poursuivront également le mardi 26 septembre, alors que la journée du 28 septembre sera consacrée au Premier ministre Ahmed Ouyahia pour présenter ses réponses. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, participera lundi prochain aux travaux de la 4e conférence mondiale sur la justice constitutionnelle qui se tiendront dans la capitale lituanienne Vilnius et porteront sur l'état de justice de droit et la justice constitutionnelle dans le monde contemporain. La première séance de cette réunion de 4 jours sera marquée par une intervention de Mourad Medelsi sur les différents concepts de l'état de droit. Medelsi aura également des rencontres avec nombre de présidents de tribunaux, de conseils constitutionnels et des chefs d'organisations continentales spécialisées dans la justice constitutionnelle en vue d'examiner les possibilités de promouvoir les relations du Conseil constitutionnel algérien avec ses instances et organisations. Le tourisme est un secteur névralgique, censé être une des alternatives pour la diversification nationale et par là même augmenter les recettes du pays. La promotion de l'industrie touristique dans le développement national figure parmi les priorités contenues dans le plan d'action du gouvernement. Voici les détails avec Nejma Harsh. Relancer le tourisme en Algérie pour en faire une réelle alternative aux hydrocarbures, c'est l'une des priorités du nouveau plan d'action du gouvernement. Promouvoir la destination Algérie devient aujourd'hui plus que nécessaire afin de redynamiser l'économie nationale et créer de nouvelles richesses. Il s'agit entre autres d'accroître l'attractivité et la compétitivité touristique. L'action portera sur l'investissement dans les infrastructures touristiques qui a connu ces dernières années une nette progression à travers plusieurs wilayas du pays. Le gouvernement œuvrera également dans le suivi et le soutien des projets en cours de réalisation, ayant mobilisé plus de 50 milliards de dinars de crédits bancaires bonifiés par l'État. La réalisation d'une véritable industrie touristique est une nécessité incontournable aujourd'hui pour notre pays, qui recèle des potentialités avérées dans le domaine. Le gouvernement procédera ainsi au développement des différents produits touristiques liés au balnéaire, au thermalisme, à la montagne et au sud. Il veillera par là même à réunir toutes les conditions permettant de rendre le tourisme accessible à toutes les bourses, notamment à travers la réalisation d'un vaste programme de villages touristiques. La mise en œuvre de cette stratégie passe impérativement par un renforcement du partenariat public-privé et l'amélioration de l'offre foncière avec un plan de financement opérationnel afin de soutenir l'investissement des promoteurs nationaux et étrangers. La promotion des activités artisanales, une autre priorité de l'action gouvernementale, un autre domaine d'activité pourvoyeur de richesses et d'emplois. L'intervention de l'État au titre du soutien direct et indirect aux artisans sera davantage renforcée à travers la promotion du travail à domicile, notamment pour les femmes en milieu rural, et de l'assistance à la mise en place de circuits d'approvisionnement et de commercialisation des productions artisanales.
Comme annoncé dans les titres, la wilaya de Annaba vient de bénéficier d'un plan d'urgence en alimentation en eau potable. Ce plan tombe à point nommé après une sécheresse qui a affecté tous les foyers de la ville de Annaba et le complexe sidérurgique d'Al Hadjar. Le premier responsable du secteur, Hossein Nessib, en visite dans cette wilaya, vient de mettre en service 8 réservoirs d'eau d'une capacité globale atteignant 24 700 mètres cubes. Amal Bouarba. Des mesures d'urgence à la hauteur de la crise de l'eau qui a marqué ces derniers temps la wilaya de Annaba. Selon le ministre des Ressources en eau, Hossein Nessib, l'eau coule de nouveau dans les robinets. Une situation qui sera réglée progressivement pour approvisionner l'ensemble des quartiers privés de ce liquide précieux. Le plan d'urgence pour l'alimentation en eau potable de la wilaya de Annaba consiste en renforcement de la conduite de transfert à partir du barrage Meksa vers la station de pompage de Boutlja. Cette opération sera achevée d'ici le mois de février 2018. Cela permettra un apport supplémentaire de 40 000 mètres cubes jour. Il est question aussi de relancer le projet de la station de dessalement de l'eau de mer de Chott pour une diversification des ressources en eau et une sécurisation de l'alimentation en cette denrée vitale pour les wilayas de Annaba et de Tarf. Ces mesures d'urgence ont permis de régler la pénurie d'eau et de couvrir les besoins du complexe sidérurgique d'Al Hadjar. Ces mesures sont mises en œuvre depuis 48 heures. Nous avons approvisionné la wilaya de Annaba à travers la mise en place de réservoirs d'eau qui ont permis la mobilisation de 80 000 mètres cubes jour, dont 50 000 mètres cubes sont destinés à l'alimentation de la population de Annaba et 30 000 mètres cubes pour le complexe d'Al Hadjar. D'ores et déjà, certains quartiers commencent progressivement à être alimentés en eau potable. Le ministre a réitéré l'importance de sécuriser et de diversifier les ressources en eau, tout en insistant sur l'importance d'une gestion efficiente du secteur. Place à l'industrie allant de suite au complexe industriel de Bellara. Fruit d'un partenariat algéro-qatari, les premières productions en matière de fer de construction et de fer à béton sont attendues dans les prochains jours à venir. Youssef Deli nous en dit plus. Après le début des travaux de réalisation du complexe de Bellara en 2015, les différentes unités de production seront incessamment opérationnelles avec une capacité de 2 millions de tonnes à rang à béton et de fils de fer par an dans une première phase. Ce complexe sidérurgique est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique Sider, le Fonds national d'investissement et le Qatar. La première unité est prête depuis le mois de juin. Elle rentrera d'ailleurs en service dans les prochains jours. Toutes les conditions sont réunies telles que l'eau, l'électricité, le gaz, les matières premières ainsi que la main-d'œuvre pour lancer de manière effective cette usine. Appelé à apporter un plus à l'économie nationale et à celle de la région, ce complexe géant assurera l'autosuffisance en produits sidérurgiques tels que le rang à béton et autres produits en fer et en acier. C'est le fruit d'un partenariat algéro-qatari. Il permettra sans doute d'attirer les capitaux étrangers en Algérie et de développer la sous-traitance, notamment dans l'industrie mécanique. DJL compte plusieurs grands projets, que ce soit au niveau du port ou au niveau de la zone proche du port. Des projets censés renforcer l'économie de la wilaya. Une région qui deviendra un vaste espace d'investissement qui drainera des centaines de petites et moyennes entreprises, ce qui influera positivement sur le marché de l'emploi. Je suis fraîchement diplômé de l'université algérienne. Grâce à ce complexe sidérurgique, j'ai bénéficié d'une formation théorique et pratique et nous sommes fin prêts pour le début de l'exploitation. J'ai eu mon diplôme en 2016. J'ai bénéficié d'une formation ici dans ce complexe. Avec son port, son aéroport, son autoroute et sa ligne ferroviaire, DJL semble bien parti pour réaliser sa mutation en une capitale de l'industrie sidérurgique en Algérie. La Confédération internationale des droits d'auteur et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins Lunda organisent aujourd'hui et demain 2 journées d'études. Ces journées sont consacrées à la collecte des droits d'auteur au niveau africain. Siam Kenoucha.
À l'hôtel El Jazair, ce matin, des créateurs, des sociétés d'auteurs et des organisations internationales de droits d'auteur se sont réunis. L'ordre du jour, dynamiser les collectes des droits d'auteur en Afrique. L'événement est organisé par l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC, en présence de Monsieur le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi. للمؤسسات التي تعنى بقضايا الثقافة السينما والموسيقى والإبداع عموما. هذه خطوة متقدمة بالنسبة للجزائر لتكريس بعدها الإفريقي وتجسيده أيضا، ولكون إفريقيا هي كما قلت هي مهد الثقافة الأولى، مهد اللغة الأولى. طبعا الجزائر إسهامها كبير عبر التاريخ، لكن أيضا دور الجزائر الثقافي في إفريقيا أيضا يجب أن يكرس دائما. Le potentiel africain est mis en valeur. La production culturelle de l'Algérie et de l'Afrique du Sud affiche le meilleur résultat dans tous les domaines. في اليوم الجزائر عندها دور رائد في إفريقيا وفي العالم العربي. À cette occasion, Monsieur le ministre de la Culture annonce la création du prix Makeba, un prix pour la meilleure production africaine. Et lors de cette journée d'études, les participants ont tenu à rendre un hommage particulier au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour toutes les actions menées au profit des artistes et les créateurs africains. Place maintenant aux prochaines élections locales du 23 novembre. Les dispositions de l'article 73 de la loi organique de 2016 relative au régime électoral permettent aux partis politiques de constituer une alliance à l'occasion de ces élections. Comment ça doit se passer? Quelles sont les conditions? Les réponses avec Jazia Bayou. L'alliance entre les partis, voilà donc une nouvelle procédure adoptée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour faciliter la participation de toutes les formations politiques aux prochaines élections. Pour mieux adhérer à cette nouvelle mesure, le ministère de l'Intérieur a établi des conditions bien claires. En premier lieu, il est exigé que l'alliance revête un caractère national. La loi organique concernant la loi électorale a établi des conditions de 4%, ou bien l'acquisition de 10 électeurs régionaux, ou bien la participation aux signatures. Et bien pour faciliter la participation aux élections, les partis politiques peuvent dorénavant former une alliance qui permettra la comptabilisation des résultats de 2012 en rassemblant les points de ces partis réunis pour arriver ensemble à atteindre les 4%, ce qui leur permettra de participer aux élections. Les formations politiques pourront-elles aussi participer aux élections municipales au nom d'une alliance politique dans une même wilaya et de façon indépendante dans une autre? Il existe deux possibilités de participation, celle de l'Alliance ou en tant que formation indépendante. Si on participe en tant qu'Alliance à l'APOI, nous devons participer également aux élections dans toutes les assemblées communales qui font partie de cette wilaya. On ne peut pas participer aux élections de l'APOI en tant qu'Alliance et à l'APC en tant qu'indépendant. Il est donc primordial de constituer une seule alliance et de choisir de participer à l'élection dans toutes les circonscriptions ou bien dans l'une d'elles. Il n'est pas possible de constituer une alliance à Constantine, une autre à Oran et ainsi de suite. C'est une facilitation qui permettra aux partis politiques de s'adapter aux résultats de 2012 et à la réalité locale. Le ministère de l'Intérieur a tenu par ailleurs à rappeler aux partis politiques désirant constituer une alliance à l'occasion de ces élections les dispositions de l'article 73 de la loi organique de 2016 relative au régime électoral, précisant notamment qu'en cas d'alliance entre deux partis politiques et plus, celle-ci doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit revêtir un caractère national. En procédant à l'installation de la sous-commission communication des élections locales, telle que préconisée par la Commission nationale de préparation et d'organisation des élections locales lors de sa réunion du 7 septembre 2017, le ministre de la Communication, Jamel Kawan, a fait part de la nécessité pour la sous-commission qu'il préside d'élaborer un programme de travail relatif à la préparation de la campagne de sensibilisation et de communication qui s'étalera sur 3 phases de pré-campagne, de campagne et de couverture de l'élection le jour J.
stratégie à travers le territoire national. Jamal Kawan a indiqué par ailleurs que la communication doit être la plus intense possible lors des élections locales. Par ailleurs, le ministre de la Communication a présidé aujourd'hui au siège de son département une réunion de travail qui a regroupé les directeurs généraux des établissements sous tutelle dans le cadre de la préparation des élections locales. Jamal Kawan a écouté les cadres dirigeants sur les différentes dispositions déjà prises par leurs établissements respectifs dans le cadre des élections locales et pris en charge un certain nombre de questions en perspective de la réunion prochaine de la Commission nationale. Depuis Kampala et lors de sa rencontre avec les chefs de police des pays membres de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est participant aux travaux de leur 19e réunion qui se déroule du 13 au 15 septembre dans la capitale ougandaise, le directeur général de la Sûreté nationale et président d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, a indiqué qu'Afripol œuvrerait au renforcement des efforts sécuritaires communs des organes en charge de l'application de la loi en Afrique dans le domaine de lutte contre toutes les formes de crimes organisés et transfrontaliers à travers le partage et l'échange d'informations et la mise à profit des expériences et expertises des organisations de police d'Afrique, a précisé le communiqué de la DGSN. À Blida, les éléments des douanes de l'inspection principale des opérations commerciales ont pu saisir 2 conteneurs. L'un contenait des pièces détachées, usées, dont l'origine est inconnue, alors que le deuxième conteneur était rempli de 8000 paires de chaussures de sport contrefaites. La valeur globale de cette saisie est estimée à 30 millions de dinars. On vous propose ce soir le portrait de Khaled Athmani, le tailleur de pierre depuis 1999 et ce dans la région de Tkouka Batna. Il part de son métier avec passion mais surtout avec beaucoup de regrets. Pourquoi donc? Saïda Mariouf nous répond. Si par le passé la taille de la pierre était une pratique très répandue chez les habitants de la localité de Tkout, à 100 km au sud de Batna, aujourd'hui les choses n'ont guère changé, bien au contraire. Ce métier attire de plus en plus de jeunes. Khaled est tailleur de pierre depuis 20 années déjà. Son métier, il l'aime par-dessus tout. Il allie patience et persévérance et façonne la roche à la perfection sans omettre le souci du détail. J'ai commencé à tailler la pierre à l'âge de 25 ans, en 1999. J'ai fait différentes wilayas, 26 en tout, mais je me suis stabilisée ici pour éviter les tracas des déplacements. Mon père exerçait déjà ce même métier et je l'ai suivi. Khaled n'est pas sans savoir que ce métier est de plus en plus dangereux et que les médecins sont formels là-dessus. La pierre contient de la silice qui représente un danger de mort irrémédiable. J'ai même découvert une tuberculose cérébrale, rénale. Et la plupart, c'est des complications pulmonaires. Exemple, le pneumothorax, c'est-à-dire une perforation de la plèvre. La plèvre, c'est la couverture très fine qui couvre le poumon. On a toutes sortes de complications qui font d'un malade qui est un malade qui doit être assisté. Le praticien Dr Rahmani m'a ausculté et en lisant mon scanner, il m'a demandé d'arrêter d'exercer rapidement, en 2006 déjà. D'ailleurs, je ressens des douleurs pulmonaires. Mon cousin, lui, est décédé avant le mois de Ramadan. Il était tailleur de pierre, mais je ne peux pas arrêter pour des raisons financières. J'ai une famille à nourrir. Même si les artisans tailleurs de pierre perpétuent cette tradition de père en fils, Khaled, lui, continue malgré tout d'exercer, mais la douloureuse vérité reste omniprésente. Ils ont certes ce métier dans la peau, mais à quel prix? Ces tailleurs de pierre de la ville de Tkout et comme Khaled continuent d'exercer leur métier et d'assouvir leur passion en faisant abstraction, et ce pour diverses raisons, du danger potentiel qui les guette, à savoir la silicose. Le Conseil de sécurité a prorogé jeudi jusqu'à 15 septembre 2018 le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye MANUL, en réaffirmant le rôle central de l'ONU pour ce qui est de faciliter sous l'égide des Libyens eux-mêmes un règlement politique des problèmes auxquels se heurte la Libye. La résolution adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité a réitéré son appui à la mise en œuvre intégrale de l'accord politique libyen en insistant sur la nécessité de
regrouper toutes les initiatives de médiation sous la houlette des Nations Unies. Le Conseil de sécurité s'est félicité à ce titre de l'action importante que mènent les pays voisins de la Libye et les organisations régionales en vue d'une sortie de crise. Le prix du pétrole coté à New York poursuivait sa progression ce jeudi à l'ouverture et frôlait le seuil symbolique des $50, toujours porté par l'optimisme de grandes agences mondiales sur la demande d'or noir dans le monde. Par ailleurs, le baril de light sweet crude pour livraison en octobre gagnait 62 cents à $49,92 sur le New York Mercantile Exchange. L'actualité à l'étranger d'abord en bref et en images. Au moins 50 personnes dont des Iraniens ont été tuées ce jeudi dans une double attaque près de Nasiriyah dans le sud de l'Irak. Le bilan pourrait encore augmenter car certains blessés sont dans un état critique. La première attaque a eu lieu près d'un restaurant sur une autoroute à la sortie de Nasiriyah alors que la seconde attaque à la voiture piégée a visé un point de contrôle de la sécurité sur cette même autoroute. La double attaque menée par des hommes déguisés en membres des unités paramilitaires du Hashd al-Sha'bi, selon des sources de sécurité, n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. En Birmanie, la situation de la minorité musulmane Rohingya s'aggrave. Un responsable onusien a averti ce jeudi que la communauté internationale devait se préparer à l'éventualité d'un scénario du pire. La situation humanitaire continue de se dégrader au Bangladesh, étranglé par l'afflux de près de 380 000 Rohingyas. Bouchaboli. Selon les estimations de l'ONU, ils sont 380 000 Rohingyas, pour la plupart des enfants, à se masser dans des camps de fortune au Bangladesh depuis les violences du 25 août en Birmanie. Fuyant ce que l'ONU a qualifié de nettoyage ethnique, femmes, enfants et vieilles personnes continuent de souffrir le martyre en dépit des appels de l'organisation onusienne à faire cesser les opérations militaires contre la minorité Rohingya. Face à l'impuissance de l'ONU à mettre un terme à ce drame, en se contentant d'une réunion à huis clos, des milliers d'autres Rohingyas seraient toujours sur les routes pour échapper à la répression. N'ayant pas la capacité d'absorber les centaines de milliers de réfugiés s'entassant dans la région de Cox's Bazar, à sa frontière avec la Birmanie, le Bangladesh se retrouve confronté à une grave crise humanitaire et conteste la version officielle de la Birmanie selon laquelle les Rohingyas établis là, souvent depuis des générations, sont des Bangladais. Très critiquée sur la scène internationale pour son absence de solution à la crise et son silence sur le drame des Rohingyas, la dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, devrait sortir de son mutisme le 19 septembre prochain. De son côté, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan dément tout lien avec le terrorisme international et dit avoir pris les armes pour défendre les droits bafoués de la minorité musulmane Rohingya de Birmanie. Retour au pays, place de la culture, direction Tlemcen pour visiter le palais royal El-Meshwar. Édifié au Moyen-Âge par les sultans zianides, ce palais doit son nom El-Meshwar à la salle où se réunissaient les ministres autour du sultan, comme nous le dit notre guide ce soir, Mona Nawal Hamoudi. Véritable joyau architectural, le palais royal zianide El-Meshwar, situé à Tlemcen, a été édifié au Moyen-Âge par les sultans zianides. El-Meshwar tient son nom du mot arabe shura, c'est-à-dire le conseil consultatif. C'est ici que les ministres de l'époque se réunissaient. Le palais est réparti en 3 grandes parties. Celle-ci est divisée en 2 principaux pavillons. Celui-là était réservé à la saison estivale. Celle d'en face était réservée à la période hivernale. Et il y a une grande salle réservée au conseil consultatif, ainsi que le pavillon qui faisait office de harem. Les fouilles effectuées dans cet endroit ont permis de sortir des décombres ce harem enseveli pendant des siècles. Depuis sa restauration, cet édifice constitue un lieu de prédilection pour les touristes venus de tous bords. Nous sommes venus découvrir les richesses de notre pays. Les jeunes doivent venir visiter ce très beau palais. Ce palais est édifié selon le style architectural andalou et c'est ce qui fait toute sa beauté. L'Algérie dispose d'un patrimoine très riche et qui mérite un plus grand intérêt.
Ce palais est vraiment somptueux. Les enfants sont épatés par son architecture. Selon de nombreux spécialistes, cette perle architecturale n'a pas encore révélé tous ses secrets. Plus de recherches doivent donc être effectuées pour découvrir les trésors cachés de ce palais antique. Et voici maintenant le rappel des titres. Le plan d'action du gouvernement, on s'est intéressé ce soir au volet de l'industrie touristique, notamment sa promotion et sa contribution dans l'augmentation des recettes du pays. Pourquoi y avait-il un manque d'eau dans la wilaya de Annaba? Quelles sont les mesures d'urgence prises par la tutelle? Nous avons répondu à vos interrogations. De l'industrie dans votre journal, les premières productions offertes du complexe sidérurgique industriel de Bellara sont attendues les jours à venir. La chaîne de production va tourner à plein régime. Élections locales, vous avez suivi ce soir les explications relatives aux dispositions de l'article 73 de la loi organique de 2016 du régime électoral en cas d'alliance entre deux partis politiques et plus. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à midi.